En grandissant sans beaucoup d'argent, je n'ai jamais pensé que je pourrais un jour posséder ma propre maison. Puis, l'été dernier, j'ai lancé mon OnlyFans et l'argent a commencé à affluer presque plus vite que je ne pouvais le compter. En mars, j'ai acheté une petite maison confortable, avec un joli jardin et un porche à l'arrière. C'était la maison de mes rêves, et je n'aurais pas pu être plus heureuse. Mais, au fil des mois, ce rêve est devenu un cauchemar. Créer un OnlyFans a été une décision prise sur un coup de tête. J'étais au chômage, noyé sous les dettes, je vivais chez mes parents, et globalement, j'avais l'impression d'avoir touché le fond à seulement 23 ans. J'avais lu un article disant que la femme moyenne sur OnlyFans gagnait environ 800 $ par mois, ce qui m'aurait au moins permis de commencer à rembourser mes cartes de crédit. Apparemment, si 800 $ est une moyenne, certaines filles gagnent bien plus, y compris moi. J'ai gagné 400 $ dès le premier jour et à la fin du mois, j'étais déjà sorti de l'endettement et je commençais à épargner. Mon compte était axé sur une expression artistique et esthétique. J'avais fait de la photographie à l'université, donc j'avais déjà un bon équipement. Une fois installé dans la nouvelle maison, j'ai aménagé mon bureau et l'une des chambres. Beaucoup de rideaux en soie, de dentelle et de coussins moelleux. Honnêtement, je passais plus de temps habillé à discuter avec mes abonnés qu'autre chose. Beaucoup d'entre eux étaient des hommes seuls, qui semblaient surtout avoir besoin d'un ami, d'une épaule sur laquelle pleurer, d'une intimité artificielle. Dès le début, l'une de mes difficultés a été de poser des limites. Je suis quelqu'un qui partage trop facilement, et je me suis surprise à révéler bien trop de détails sur ma vie pendant ces conversations en ligne. Je me disais que ces hommes étaient inoffensifs, donc que ce n'était pas grave s'ils connaissaient mon vrai prénom ou la ville où je vivais. Un jour, alors que je rangeais des draps propres dans le placard du couloir à l'étage, j'ai remarqué plusieurs petits tas de poussière sur la moquette. Il y avait aussi de la poussière sur certaines étagères. Une fine pellicule blanche, comme de la neige, semblait s'être infiltrée là et refusait de disparaître. De la nourriture dont j'étais certaine de l'avoir laissée dans le frigo ou le garde-manger commençait à disparaître. Des meubles étaient parfois légèrement déplacés par rapport à ce dont je me souvenais. Et la nuit, j'entendais des bruits sourds étranges, des craquements venant du cœur de la maison. Ma première hypothèse a été que ma maison était hantée. Je suis très spirituel et j'ai toujours eu une sensibilité particulière aux esprits et aux énergies. J'ai commencé à brûler régulièrement de la sauge, à parcourir la maison avec des cristaux et à laisser de petites offrandes comme des mini-bouteilles de rhum ou de brandy. Malheureusement, les phénomènes étranges n'ont fait qu'empirer au fil des semaines. J'ai développé des troubles du sommeil. Certaines nuits, je me réveillais avec l'impression de ne pas être seul. Je pouvais sentir une présence, ou du moins l'écho d'une présence. Le manque de sommeil m'a rendu de plus en plus paranoïaque. Je publiais de moins en moins sur OnlyFans et les signes physiques de mes nuits difficiles étaient visibles sur les photos et vidéos. Mes yeux devenaient cernés, ma peau pâle, et il m'était de plus en plus difficile de sourire ou de faire preuve d'empathie envers les abonnés qui voulaient discuter. J'étais de plus en plus convaincu d'être hanté, à mesure que les jours et les nuits se confondaient. Ma maison de rêve ressemblait à une prison, et je prenais du retard sur le crédit immobilier puisque je n'arrivais plus à travailler. Je passais mes journées à errer dans les couloirs comme un cadavre porté par la marée. Puis, ma peur s'est transformée en colère. C'était ma maison, et je n'allais pas laisser une entité malveillante m'en chasser. C'est alors qu'une nuit, je me suis réveillé à cause de craquements directement au-dessus de moi. J'ai décidé d'affronter ma peur. Je me suis rapidement habillé et j'ai avancé dans le couloir à pas feutrés. Les bruits semblaient venir du grenier. J'ai doucement ouvert la trappe dans le plafond du couloir, abaissé l'escalier pliant et grimpé. La première chose qui m'a frappé en ouvrant la porte du grenier, c'était la lumière, faible mais bien réelle. J'étais confuse, puis horrifiée. Tout autour de la pièce étroite, des ampoules neuves pendaient des poutres. Elles semblaient reliées à des câbles branchés directement dans les murs de ma maison. Sur le sol en contreplaqué, il y avait un sac de couchage, un ordinateur portable, même un mini-réfrigérateur. De gros câbles noirs couraient partout sur le sol, reliés à une série de petits écrans. Je me suis avancé dans le grenier et j'ai hurlé quand j'ai vu ce qui apparaissait sur ces écrans. C'était ma maison. Kalema des casques caméras équipés. Je me suis senti malade, violé et surtout paniqué à l'idée que l'intruseur puisse me surprendre dans son repère. Le grenier était vide pour le moment, mais il pouvait revenir à tout instant.
Je repensais au craquement entendu quelques minutes précédemment et je me demandais comment je n'avais pas pu le voir partir. La réponse m'est sautée aux yeux quand j'ai remarqué que la petite fenêtre près du plafond était ouverte. L'intruseur devait s'être rampé dehors et monté sur le toit. Mon cœur a failli sortir de ma poitrine quand j'ai entendu des pas au-dessus de moi. Il était encore là-haut. J'ai senti une odeur de fumée. Le monstre faisait une pause cigarette sur mon toit. Je suis sorti du grenier aussi vite que possible, mais silencieusement, en repliant l'escalier et en refermant la trappe. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de nuit, me suis enfermé dans ma chambre et j'ai appelé la police. J'ai envisagé de fuir la maison, mais j'avais peur que l'intruseur me voie depuis le toit. Le pire moment a été quand j'ai entendu des bruits sourds venant du grenier. Celui qui était sur le toit était revenu. Heureusement, la police est arrivée en moins de 5 minutes. Je suis descendu leur ouvrir, puis je les ai suivis à distance pendant qu'ils montaient vers le grenier. Ils ont attrapé un petit homme coincé à moitié dans la fenêtre. Les policiers étaient arrivés sans sirène ni gyroplaire, mais le type avait dû apercevoir les voitures et avait tenté de s'échapper par le toit. Je ne sais pas ce qu'il comptait faire ensuite, mais il a sans doute jugé qu'un saut de 2 étages valait mieux qu'une arrestation. Les 2 policiers costauds l'ont tiré à l'intérieur du grenier et j'ai pu voir le visage pendant qu'ils le maîtrisaient. Ce qui était le plus effrayant, c'est à quel point il avait l'air normal. Un visage banal, des cheveux bruns lessentis, des yeux sombres, un nez légèrement crocu, un tinot meineux. Je ne l'aurais jamais remarqué dans la rue, mais l'expression qu'il avait pendant que les policiers le maintenaient restera gravée en moi à vie. Il me fixait, là où ma tête dépassait de l'escalier, la bouche ouverte dans un sourire idiot, la langue sortie, glissant sur ses dents. J'ai appris ensuite qu'il possédait des centaines d'heures de vidéos de moi, filmées par les caméras installées dans ma maison. Il vivait dans le grenier depuis des semaines. Le plus glaçant, c'est ce que la police a trouvé sur son téléphone. Des dizaines de vidéos de moi dormant, filmées de très près. Cette présence que je sentais certaines nuits, c'était lui, sortant tout juste de ma chambre après s'être tenu au-dessus de mon lit à m'observer, à m'enregistrer. La police a aussi trouvé une copie de ma clé de maison parmi ses affaires. À un moment donné, en me suivant en ville, il avait réussi à voler mes clés, à les copier, puis à me les rendre sans que je m'en rende compte. Sur le coup, ça me paraissait impossible, puis je me suis rappelé à quel point il est facile de faire des doubles de clés dans n'importe quel supermarché ou magasin de bricolage. Même si mon harceleur est toujours en prison, j'ai pris l'habitude de changer mes serrures de temps en temps. C'est la seule façon pour moi de réussir à dormir la nuit. De l'extérieur, les Raynor formaient un couple parfait. John souriait toujours avec son sourire hollywoodien. Son visage rappelait celui des stars de cinéma d'autrefois. On aurait dit qu'il avait une nouvelle voiture ou une nouvelle moto dans son allée chaque mois. Sa femme, Virginia, était encore plus éblouissante, une véritable icône de mode, avec des yeux bleus capables d'arrêter la circulation. Je me suis souvent demandé comment je me retrouvais à vivre à côté d'eux, vu l'ostentation de leur richesse et l'ambiance plutôt modeste du quartier. Il s'est avéré qu'ils possédaient au moins 3 maisons, ce qui expliquait leurs disparitions occasionnelles pendant des jours, voire des semaines. Quand ils étaient là, les Raynor étaient toujours d'une gentillesse irréprochable. John me faisait systématiquement signe si nous tondions la pelouse en même temps. Parfois, cela arrivait pendant que Virginia bronzait près de leur piscine, ce qui était très distrayant. J'ai déjà foncé avec ma tondeuse dans un arbre plus d'une fois. Le couple semblait vivre sa meilleure vie au quotidien. Mais au fil du printemps, j'ai commencé à remarquer des fissures. Virginia était de plus en plus souvent à la maison, tandis que John partait tôt le matin et ne rentrait qu'après minuit. Certains jours, il ne rentrait pas du tout. À ma connaissance, Madame Raynor n'avait pas d'emploi classique. Elle passait ses matinées à jardiner ou à lire sur le porche. Ses après-midi étaient consacrés à la piscine ou au farniente au soleil, pour le grand bonheur de tous les hommes du quartier ayant vue sur leur jardin. Comme je travaille de nuit et que je vis seul, je me retrouvais souvent à discuter avec Virginia plusieurs fois par jour. Sans grande surprise, j'ai appris qu'elle était mannequin, mais à ma vraie surprise, elle n'était pas seulement belle, elle était aussi intelligente, drôle et femme de blagues nulles. Nous échangions des plaisanteries ringardes quotidiennement depuis nos porches et une relation confortable, presque amicale, s'est installée. Quand je lui ai demandé des détails sur sa carrière, elle m'a expliqué que, si elle faisait encore des shootings classiques, l'essentiel de son activité se faisait sur OnlyFans. J'ai été abasourdi quand elle m'a dit combien elle gagnait en moyenne chaque mois.
Un jour, alors que nous étions assis ensemble sur sa balancelle de Porsche, en train de boire des margaritas, elle m'a demandé si je voulais voir son compte. Ne sachant absolument pas quelle était la réponse appropriée, je me suis contenté de sourire et de hausser les épaules. Virginia a pris ça pour un oui. Elle a sorti un stylo de son sac, a pris ma main et y a écrit le nom de son compte, accompagné d'un code promo. Mon cœur s'est mis à vibrer dès qu'elle m'a touché. Quand elle a fini d'écrire, je transpirais. 20 minutes plus tard, je rentrais chez moi et me connectais immédiatement à OnlyFans. Son compte faisait partie du top 1%. Après quelques minutes de navigation, j'ai remarqué qu'il ne contenait que du contenu solo. Aucune trace de John ni de qui que ce soit d'autre. La plupart des publications étaient plutôt soft, même si certaines étaient plus explicites. Je me sentais un peu mal à l'aise, comme si j'espionnais une amie. Mais comme c'était elle-même qui m'avait encouragé à regarder, j'ai essayé de passer outre ce malaise. Consulter l'OnlyFans de Virginia est vite devenu une habitude nocturne. Elle m'a même nommé modérateur de ses lives, ce qui m'a fait traiter de simp plusieurs fois par stream. Mais globalement, l'ambiance était cool. Après quelques semaines, toutefois, j'ai commencé à remarquer des détails inquiétants. Parfois, son maquillage était excessif, comme si elle cherchait à dissimuler quelque chose. Elle portait souvent des cols roulés, malgré le printemps. Une fois, j'ai aperçu le contour violet d'un bleu récent à la lisière de ses cheveux, partiellement cachés par une mèche blonde. John, de son côté, sortait de moins en moins. Même si Virginia et moi partagions encore parfois un verre sur son Porsche, M. Rainer avait cessé de me saluer et me lançait parfois des regards noirs jusqu'à ce que je comprenne le message et me fasse plus discret. Ce n'était pas seulement Virginia qui montrait des signes de problème. Une nuit, j'ai été réveillé par le bruit d'une dépanneuse dans leur allée. En regardant par la fenêtre, j'ai vu les Rainer debout dans leur jardin en train de se disputer à voix basse. À la lumière de la pleine lune, j'ai aperçu la dernière voiture de sport de John, bleu saphir, couverte de profondes rayures, avec ce qui ressemblait à des couteaux de cuisine plantés dans les pneus. John s'est mis à apparaître avec des griffures fraîches sur le visage. Virginia a commencé à streamer de moins en moins et ne sortait rarement de chez elle. J'entendais leurs disputes plusieurs soirs par semaine à mesure que le printemps laissait place à l'été. J'ai convenu d'appeler la police lors de certaines disputes particulièrement violentes, mais elles se terminaient toujours rapidement. Pour être honnête, je ne voulais pas m'en mêler. J'aimais l'image que j'avais d'eux, un couple parfait, beau et heureux. Ils représentaient mon idéal relationnel, et Virginia, elle, était mon rêve. Une nuit d'avril, je me suis réveillé à cause d'une odeur de fumée. À moitié somnolent, j'ai d'abord cru à un feu de camp, mais l'odeur était trop forte. En ouvrant les yeux, j'ai vu une épaisse fumée noire s'infiltrer par ma fenêtre entr'ouverte. J'ai jeté un regard à mon ordinateur et j'ai hurlé. Le live OnlyFans de Virginia était encore ouvert. Il montrait sa chambre, vide, envahie par un brouillard dense de fumée. J'ai regardé dehors. La maison des Rainer était au feu. Les flammes jaillissaient par les fenêtres et les portes, rampant le long du toit. La fumée s'élevait en spirale dans le ciel nocturne comme une tour de cendres. J'ai attrapé mon téléphone et je suis sorti en courant, manquant de tomber dans les escaliers. J'étais en ligne avec le 911 avant même que mes pieds nus touchent l'herbe. Ce qu'on ne dit pas sur les incendies domestiques, c'est qu'ils sont bruyants. J'entendais le crépitement des flammes, le bois qui cédait sous la chaleur. Par-dessus tout ça, il me semblait entendre des cris, deux voix hurlant ensemble. J'ai essayé d'entrer dans la maison, je le jure, mais la chaleur qui s'échappait de la porte était impressionnante. Je n'ai pu que rester là, dans le jardin, tandis que d'autres voisins sortaient et que le hurlement des sirènes se rapprochait. La cause officielle de l'incendie fut l'incendie criminel. Quelqu'un avait laissé le gaz allumé pour saturer la maison avant d'embraser les rideaux. Je l'ai appris par un ami pompier volontaire. Ils ne n'èrent jamais déterminer qui avait déclenché le feu. À ma demande, que j'ai rapidement regrettée, mon ami m'a montré des photos de l'enquête. Les corps calcinés de John et Virginia Rainer étaient enlacés. Impossible de dire s'ils se battaient ou s'ils s'embrassaient. Ce qu'il restait d'eux, noirs comme du charbon, était recroquevillé devant la cheminée. J'ai retrouvé les vidéos du live de cette nuit-là sur le compte de Virginia. On l'y voit se disputer. John l'accuse d'infidélité. Il prononce mon nom. Ils quittent tous les deux la pièce, mais la caméra continue de tourner. Il y a des cris, des deux voix, puis plus rien, pendant 15 minutes. C'est à ce moment-là que la fumée commence à envahir la pièce.